Dernier cours, mais les bonnes choses ont une fin. Alors nous allons finir sur d'autres formes encore. On a parlé du street marketing la semaine dernière, et puis on avait vu aussi les autres formes, les formes classiques, pardon, médias et hors médias, les formes de communication. Encore un petit peu de street marketing, bon voilà le genre de choses que l'on peut voir qui pourrait s'apparenter à du street marketing. Bon, on voit pas trop ça en France encore, les espaces publics ne sont pas encore complètement laissés en concession pour des opérations publicitaires comme cela. Ça va peut-être venir, bon je ne le souhaite pas à titre personnel, mais voilà ce à quoi ça pourrait ressembler. Alors, maintenant parlons du buzz marketing. Alors le buzz marketing, c'est quoi? Eh bien, c'est au départ, ça désigne un ensemble de termes, de techniques qui visent à promouvoir un événement en utilisant des moyens, si possible, gratuits, les réseaux sociaux ou des choses comme cela. Hein, alors ça s'est étendu pour généraliser. Ça s'est étendu et généralisé, pardon, pour désigner toute action de promotion d'un produit, d'une marque, capitalisant sur le bouche à oreille traditionnel ou électronique. Alors, donc, on essaye de créer le buzz. Ça, vous avez déjà entendu parler de ce type d'opération. Est-ce qu'on connaît des exemples aujourd'hui? C'est toujours un petit peu difficile quand on dit qu'un produit fait le buzz, c'est qu'il a réussi à communiquer. Là, je vais reprendre un exemple. C'est l'exemple de Serge Le Lama. Alors, Serge Le Lama s'appelait pas du tout Serge à la base, mais il a été baptisé comme cela. Je vais vous montrer comment une simple opération qui pouvait être un fait divers anecdotique a fait le buzz mondial. En 4 jours. En 4 jours. Alors, ça s'est passé en octobre 2013, le jeudi 31 octobre, à 5 heures du matin. 5 jeunes personnes finissent la soirée, passent devant un cirque, détachent un lama et l'emmènent avec eux pour prendre le tramway. Ça aurait pu être 5 étudiants en technique de commercialisation, mais ça, l'histoire ne le dit pas. Alors, je vous préviens, à ne pas reproduire chez vous. Bon, même si le déconfinement est prononcé, il ne s'agit pas d'aller faire ce genre de gag. Alors, bien évidemment, les 5 jeunes personnes sont arrêtées et placées en garde à vue. Un témoin a pris 2 photos. Il relaie sur son compte Facebook. Jusqu'ici, rien de bien méchant. J'ai vu un lama dans le tramway. Xavier Capellaert, c'est un homme politique local, peu recommandable d'ailleurs, mais bon, ça, c'est pas vraiment la question. Il reprend une des photos qu'il relaie sur son compte Twitter. Alors, comme c'est un homme politique, il a pas mal d'abonnés, 800 abonnés. Les abonnés trouvent l'opération drôle et la retweetent. Au départ, ça part comme cela sur un simple je tweet, tu retweets, etc. Et ça finit par toucher 370 000 personnes tout de même. Alors, tout ça arrive aux oreilles de la presse. Il y a un article qui est publié en ligne sur le site de Sud-Ouest, qui est un peu l'équivalent d'Ouest France, là-bas à Bordeaux. Et on arrive à 260 000 lectures, ce qui est quand même déjà pas mal, important. Et les jeunes gens à 17h45, le même jour, sortent de garde à vue. Bon, et ils persistent et ils signent. Ils mettent à jour leurs photos Facebook en mode privé pour les amis. Bon, parce qu'ils sortent quand même de garde à vue, donc ils veulent pas trop la ramener là-dessus. Mais un ami reprend la photo sur Twitter et c'est reparti. Ensuite, il y a une page Facebook qui est créée avec tout de suite 900 likes. Alors, ça arrive aux oreilles, là, le bouche à oreille marche bien, ça arrive aux oreilles du rédacteur en chef de BFM Paris, qui demande à son correspondant local, le journaliste de Bordeaux, Thierry Boutry, de faire un article là-dessus. Donc, l'article est repris, la page Facebook obtient 150 000 likes, sachant que 10 jours plus tard, elle en aura 840 000, ce qui est quand même beaucoup. Alors, là, nous sommes le 1er novembre, c'est-à-dire que nous sommes le lendemain. C'est vrai que c'est une période où il n'y a pas beaucoup d'informations, mais les médias nationaux, après BFM, reprennent l'information. France 2, France 3, M6. Qu'est-ce qui se passe?
Un groupe d'amis, alors c'est pas moi qui ai fait les diapos, hein, c'est pour ça qu'il y a des fautes d'orthographe. Un groupe d'amis reprend les images de BFM et du Lama et crée un clip vidéo Lama Outé sur l'air de Papa Outé de Stromae. Il y a en 24 heures 1 million de vues. Pourtant, ce clip qui est toujours en ligne n'est pas terrible, hein, vous pouvez aller le voir. 2 800 000 vues en une semaine et à peu près 4 500 000 vues actuellement, bon, sachant que c'était surtout intéressant à l'époque. Alors après, eh bien, ça part aux États-Unis, c'est-à-dire que aux États-Unis, il y a un tweet qui est fait par BuzzFeed, 537 000 abonnés, 686 000 retweets. Ça veut dire que là, l'événement est devenu national. Bon, alors évidemment, il s'agit d'un gag d'une fin de soirée de beuverie. Ça n'apporte pas grand-chose à une marque en particulier puisqu'il s'agit, là, comme vous le voyez, 4 jeunes Français alcoolisés sortent un lama et il faut prendre le métro. Hein, alors, le tramway, pardon. Alors c'est vrai que du coup, alors après, il y a une couverture mondiale, CNN, The Independent, etc. Puis au Japon, en Espagne, en Ukraine, en Finlande, en Nouvelle-Zélande. Il y a eu une couverture absolument extraordinaire au niveau mondial. Alors bon, évidemment, je vous conseille pas de faire du buzz sur une opération et de de piquer un lama ou un autre animal ou un ours polaire et d'aller lui faire prendre le métro. Ça serait pas une bonne idée. Mais néanmoins, vous voyez comment une simple information peut faire le buzz. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent un petit peu ce genre de gag, bon, en restant dans les limites de la loi, hein, en restant borderline quand même, mais qui cherchent à faire ça parce que on sait que ça peut faire du buzz. Voilà. Bien, ça c'est un exemple non commercial, mais des exemples commerciaux, il en existe quelques-uns tout de même. Voilà. Alors, le buzz, c'est une forme de marketing viral, hein, on appelait ça le marketing viral. On essaie de faire relayer par des blogs, par des réseaux sociaux, par Internet, hein, d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on essaie de créer une chose un peu extraordinaire, et puis après, ça défile. Bic a fait, alors la marque Bic, hein, BIC, avec les stylos Bic, eh bien, a fait ce buzz un petit peu en mettant en ligne des pubs qui étaient des faux euros de bac, hein, en disant les perles du bac. Et puis bon, alors il y avait des questions, vous l'avez peut-être vu ceci, où un faux prof demande à un faux élève ce qu'il peut dire sur le général de Gaulle. Bon, celui-ci dit qu'il était à la fois catholique et protestant parce qu'il est enterré à Colombey les deux églises, puisqu'il y avait deux églises, donc il a une double religion. Bon, tout ça évidemment est absolument faux, ce sont des canulars, je suis désolé de vous décevoir, mais en fait c'était une publicité pour Bic, c'est-à-dire qu'à la fin il y a le petit truc où on dit offrez la culture à nos étudiants ou à nos élèves, ils en ont bien besoin, offrez-leur un stylo Bic pour qu'ils apprennent à écrire quelque part. Bien. Alors ça évidemment, il y a des tas de gens qui ont cru que c'était des vraies perles du bac. Bon, vous qui avez passé le bac, vous savez très bien que les oraux ne se passent pas de cette façon-là. Hein, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et même si certains prétendent que c'était des réponses qui avaient été données lors des vrais oraux du bac, on peut penser que c'était absolument faux, que c'était des gags inventés. Mais on essaie comme ça de relayer pour faire le buzz quelque part. Alors, j'ai parlé là des blogs. Les blogueurs aussi, ce sont des choses, c'est un phénomène relativement intéressant, même si ça s'essouffle un petit peu. Bon, ça existe, hein. Quelqu'un se met à faire un blog sur la cuisine ou sur une passion particulière, et puis il commence à avoir beaucoup de vues. Alors comme il commence à avoir beaucoup de vues, il peut se faire rémunérer par de la publicité. Et puis, surtout, il peut être contacté par des grosses entreprises qui vont lui faire essayer des produits, par exemple, qui vont lui conseiller des recettes, qui vont lui demander de mettre en ligne telle ou telle chose. Et là, on crée quelque chose de viral, d'extrêmement important. On compte un petit peu sur le bouche à oreille électronique, là, pour cela. Voilà. Bon, ça, c'est les différentes formes. Il y en a plein d'autres. Je vous parlerai en TD, surtout à partir du semestre 3, des réseaux sociaux.
On en parlera un petit peu plus en détail. Ça, c'est le genre d'information qu'il ne faut pas négliger. Ceci étant, c'est à double tranchant. On l'a vu pendant le confinement, où beaucoup d'informations ont circulé, de contre-informations. C'est un petit peu le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde se croit éditorialiste, tout le monde se croit autorisé à donner son avis, et parfois, son avis, on ferait mieux de le garder pour soi. Bien, je n'en dirai pas plus. Alors, maintenant, pour conclure, quelques points, quelques éléments techniques que vous avez pour certains dans votre livret, pour d'autres que vous n'avez pas. Les principes du média planning, page 40. Donc là, vous n'avez rien écrit. Je vais vous présenter une approche un peu simplifiée de ce qu'est un média planning. Au départ, quand on veut créer une publicité, le média planning, c'est le fait de planifier une communication au sein des médias. Ça commence toujours par un brief média. Bon, on évalue quels médias on va utiliser, quels sont les médias qui existent, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. À partir de là, on va choisir une stratégie. Quel est le média ou le mix média, quel est le programme média hors média qui est le mieux adapté à notre produit, à notre cible, au message que l'on veut faire passer. Bon, on peut tenter un coup de buzz sur des réseaux sociaux, mais si on veut être sûr du résultat et apparaître comme sérieux et crédible, on a plutôt intérêt de passer par des grands médias, évidemment. Alors après, on va choisir les supports. Alors les supports, c'est à l'intérieur des médias. Par exemple, on dit « je choisis la presse quotidienne régionale ». Ça, c'est un média, c'est un moyen. Le support, c'est par exemple, je choisis Ouest France et Presse Océan, Ouest France édition de Loire-Atlantique, parce que je vise des clients autour de Nantes et du département de Loire-Atlantique. Donc on évalue la puissance, on évalue l'affinité et on essaie d'établir un calendrier d'insertion. Ensuite, on achète les espaces des supports retenus. Alors ça peut être quelques semaines à quelques mois pour un journal, ça peut être un an. En général, c'est un an avant pour une affiche. Pour la télévision, c'est 6 mois à 1 an avant. La radio, ça peut être quelques jours parfois. Bon, Internet, ça peut se faire tout de suite sans problème. Mais il faut savoir que pour réserver certains espaces publicitaires, il faut mieux s'y prendre parfois à l'avance, le plus long étant quand même l'affiche, la publicité extérieure. Et après, campagne, on évolue les performances au lab. Avec un A, performance, P-E-R-F-O-R-M-A-N-C-E-S, j'ai pas vu la faute avant, et on évalue les performances des médias et des supports retenus. Voilà. Bien, ça c'est un peu le petit résumé du média planning, c'est-à-dire la façon dont on procède quand on veut faire une publicité au sein des médias. Voilà. Alors maintenant, le reste, rien de particulier. Vous avez ces tableaux. Je vous avais dit que je vous expliquerais un petit peu comment ça se passe. Vous voyez que chaque année, on dépense à peu près 30 milliards d'euros, un petit peu plus que 30 milliards d'euros dans la communication. Ces chiffres, depuis à peu près 20 ans, voire 30 ans, n'ont pas augmenté. Ça veut dire qu'il y a une relative stagnation. Comme nous avons quand même un minimum de croissance, ça fait que depuis l'an 2000 à peu près, depuis 2000, nous avons une petite baisse en valeur relative. C'est-à-dire que le PIB français augmente, il y a une petite croissance tous les ans, même si la croissance est faible, même si cette année on risque d'être en période de décroissance. Mais la croissance est relativement, elle existe même si elle est relativement faible. Donc du coup, comme les dépenses en communication ne bougent pas, ça fait que en termes de pourcentage du PIB, je vous rappelle que la croissance c'est le taux de croissance du PIB, vous avez une petite baisse en valeur relative. Donc, en gros, les publicitaires, la publicité n'a pas vraiment
le vent en poupe, mais ne se plaint pas trop parce que il y a une bonne résistance à la baisse. Donc, on peut dire que les dépenses, on ne met pas en place de nouvelles dépenses, mais on continue de dépenser quand même un petit peu, hein. Donc, vous comprenez, stagnation de la valeur absolue, ce qui fait une petite baisse de la valeur relative. Voilà. Alors, les principaux annonceurs, bon, ça, on reviendra là-dessus parce que ça change un petit peu. En général, on retrouve les constructeurs automobiles qui font beaucoup de publicité. Depuis qu'ils ont le droit d'en faire, on retrouve les grandes enseignes de la grande distribution, hein, et on retrouve les opérateurs téléphoniques en général. Et puis vous avez là-dedans les classiques, hein, les traditionnels, c'est Procter & Gamble et Unilever. Ce sont toutes les marques de lessive. Donc vous voyez, grosso modo, hein, constructeur automobile, fournisseur d'accès ou opérateur de téléphonie mobile, grande distribution et les produits d'entretien, tout ce qui est produits d'entretien, lessive, etc. Alors les principaux annonceurs, bon, vous le voyez là, on a les... ça, ce sont des tableaux, c'est un tableau que vous avez sur votre livret, hein, donc c'est juste pour vous rappeler qu'il faut bien regarder tout cela, ça c'est à la page 41. Voilà. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, nous avons terminé le cours de cette année de communication commerciale avec les 3 parties que je vous rappelle ici. La semaine prochaine, contrôle sur Madoc. Donc, pas de surprise, vous avez droit à vos cours. Vous verrez qu'il y a des questions sur lesquelles il faudra répondre directement sur le site. Et puis, revoyez bien certains concepts, car il y a des questions de réflexion. Revoyez bien certains concepts comme la disruption. Donc, je ne vais pas vous demander de me définir la disruption puisque vous avez ça sous les yeux. Mais peut-être que je vais vous poser quelques questions autour de cet élément. Voilà. Eh bien, c'est tout. Posez vos questions sur le forum. Je préfère que vous les posiez sur le forum parce que comme ça, tout le monde peut profiter des questions. Il n'y a pas de questions idiotes, hein. Il y a toujours que des bonnes questions. Si vous vous posez la question, dites-vous que d'autres se la posent. Donc plutôt sur le forum que par mail. Comme ça, je peux répondre à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.